journal présenté par Christophe Lamar. Bonjour Christophe. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. La terre a donc encore tremblé dans le sud de la Turquie hier, comme si la malédiction ne devait jamais cesser de frapper une région déjà durement éprouvée. 2 puissantes secousses ont ébranlé ce qui reste des bâtiments lézardés par le séisme du 7 février. La province d'Hatay a été durement touchée. Bilan provisoire, 3 morts et plusieurs centaines de blessés. On retrouve Rémi Trio, envoyé spécial d'Europe 1 à Antioche. Cette nouvelle réplique a provoqué des dégâts supplémentaires. Oui, c'est la plus forte depuis le séisme du 6 février. Dans la région d'Antioche, des bâtiments fragilisés, fissurés, se sont écroulés près des camps de sinistrés qui dorment sous des tentes, provoquant un élan de panique hier soir. Éloignez-vous des immeubles. Des pans entiers de murs s'écroulent. Ailleurs, des constructions sont tombées dans un nuage de poussière grise. Plusieurs personnes sont prises au piège sous les décombres. Mustapha, lui, était sur la route au moment du tremblement de terre. On a vu une explosion suivie directement par une coupure d'électricité. Nous étions dans la voiture et ça a violemment tremblé. Bien sûr, tout le monde a commencé à paniquer. Psychologiquement, c'est très dur, les gens sont tendus, il y a constamment de nouvelles répliques. Des séismes à répétition, plus de 6000, la plupart de faible intensité depuis 15 jours, car le sud-est de la Turquie est parcouru par plusieurs failles au croisement des plaques tectoniques arabiques, anatoliennes et eurasiatiques. Rémi Trio, envoyé spécial d'Europe 1 en Turquie. La secousse a été fortement ressentie dans le nord de la Syrie. Pas de victimes pour l'instant. Les autorités parlent d'une 50aine de blessés. Joe Biden est donc arrivé à Varsovie en Pologne quelques heures après une visite surprise à Kiev. Joe Biden n'a pas le talent oratoire d'un Barack Obama, mais il sait lui aussi manier les symboles. À 3 jours du premier anniversaire de l'invasion russe, le président américain a fait une arrivée remarquée dans la capitale ukrainienne. Il promet 500 millions de dollars d'aide militaire supplémentaire. Aucun engagement en revanche sur la livraison d'avions de combat ou de missiles longue portée. Direction Kiev où nous attend l'envoyé spécial d'Europe 1 Nicolas Tonev. Nicolas, cette visite a mis du baume au cœur des Ukrainiens. Oui, au-delà des annonces, évidemment, bienvenue en termes de nouvelles livraisons d'armes, avec d'autres lance-roquettes HIMARS et des systèmes antimissiles. Cette visite crée ici comme une vague de bonheur sur la ville, des sourires quand la question est posée. Que pensez-vous de cette venue? Eh bien, il y a de la joie exprimée spontanément, comme par Natalia Vladimirovna. C'est joli tout ça. On a de toute façon, si Biden est là, il est là, ça veut dire qu'à bientôt on gagne. Victoire, c'est fini, c'est parti. Pour nous, c'est ça. Pour nous, c'est ça. À bientôt, on gagne tout. C'est pour nous, c'est un effort, c'est plus fort. On est plus fort. On n'est pas pensé qu'il vienne ici. Mais s'il vient ici, il est trop fort. Et ça veut dire que nous sommes aussi. C'est nous donner courage pour le vivre bien. Joe Biden est reparti dès la mi-journée et ce moment de grâce prend donc fin très vite avec la crainte dans les états-majors ici d'attaques massives russes aux missiles dans les jours à venir. Nicolas Tonev, envoyé spécial d'Europe 1 en Ukraine. La Chine se dit très inquiète d'un conflit qu'elle estime désormais hors de contrôle. Pékin dément les accusations américaines sur son intention de fournir des armes aux Russes. Au contraire, nous continuerons à promouvoir le dialogue, affirme le ministre chinois des Affaires étrangères. Il est 7h04 sur Europe 1. Saluer la France qui se lève tôt tout en lui réclamant de travailler davantage. Emmanuel Macron est à Rungis ce matin. Un déplacement sur fond de réforme des retraites contesté par une majorité de l'opinion, du rayon boucherie en passant par les volailles. Le président interpellé plusieurs fois sur ce dossier. Il a justifié et défendu le passage aux 64 ans. C'est pas compliqué de se dire que quand on regarde, on a moins d'actifs qu'il y a 20 ans, on a plus de retraités et on vit plus longtemps. Donc c'est pas vrai de dire qu'on peut garder les mêmes âges, ça marche pas cette affaire. Et donc faut le faire de manière progressive, et c'est ce que le gouvernement enrichi du débat parlementaire permet de faire. Et ensuite, il faut dire on différencie. Et donc les gens qui commencent à travailler très tôt, on appelle les carrières longues, les gens qui travaillent la nuit, avec du froid, avec des charges, on prend en compte ces différences dans le calcul. Mais dans l'ensemble, les gens savent que oui, il faut travailler un peu plus longtemps, en moyenne tous, parce que sinon on ne pourra pas bien financer nos retraites. Emmanuel Macron, il y a quelques minutes sur le marché de Rungis. On sera avec Arthur Delaborde du service politique d'Europe 1 dans le journal de 8h. Il suit le chef de l'État depuis ce matin à Rungis. Ah oui, avec petite Charlotte sur la tête, évidemment. Tiens, on reste sur le sujet des retraites, décidément inflammable pour s'intéresser à l'emploi des seniors. Un peu plus de la moitié seulement des 55-64 ans travaillent, même si on constate une amélioration statistique. Décrocher un CDI correctement rémunéré reste compliqué, même dans certains secteurs en tension, comme la restauration par exemple. Seule solution, l'intérim, et ça marche. Reportage à Marseille du correspondant d'Europe 1, Stéphane Burgat.
Passé 50 ans, Laurent Lamotte l'a ressenti, son âge est devenu un frein. J'ai toujours travaillé en CDI, moi. J'ai jamais eu de problème avec mon âge. Et le dernier restaurant que j'ai fait en Carbondie, on cherche des jeunes, quoi. Il m'a rendu service, en fait. Et depuis 2 ans maintenant, Laurent trouve à la fois des opportunités et de la flexibilité avec ses missions d'intérim dans un secteur en manque de main-d'œuvre, la restauration, que Daniel Plazzi, bientôt 60 ans, retrouve, lui, sur le tard. Heureusement qu'il y a encore quelques seniors en forme. Effectivement, les jeunes ne veulent plus le faire. J'ai fait ça entre 20 ans et 27 ans. Je suis revenu à ça me convient. Et ça me plaît aussi. Ce qu'on vous demande déjà, c'est de sourire. Moi, ça me plaît. Le contact avec les gens, j'adore ça. Et puis ces profils de seniors sont très intéressants pour les employeurs, constate le directeur de l'agence d'intérim Victory, Jean-Philippe Carmona. Ils vont apporter une sagesse, une connaissance qui est formidable en fait. Je sais pas si les cheveux blancs font quelque chose, c'est juste leur métier, leur savoir-faire et leur savoir-être qui est indispensable dans ce métier-là. Cette agence d'intérim qui compte pas moins de 20% de seniors dans ses fiches. Marseille, Stéphane Burgat, Europe 1. Alerte à la saturation des urgences à Grenoble, rien à voir avec le Covid. L'hôpital déborde de skieurs blessés sur les pistes en cette période de vacances scolaires. Jean-Jacques Baniachemi est le chef du service des urgences traumatologiques de l'hôpital sud de Grenoble. Cette année, comme la neige est extrêmement dure, il n'y a pas eu de véritable sous-couche. Et donc, quand les patients tombent sur la neige, c'est comme s'ils tombaient sur la glace. Ils font des fractures du col du fémur. Et les fractures du col du fémur chez les personnes jeunes, il y en a plus cette année que l'année dernière. On a depuis début janvier quelque chose comme 450 accidentés de ski qui sont arrivés aux urgences de l'hôpital Sud. L'année dernière, on était à peu près à 400 à la même période. Et la saison est loin d'être terminée. On a ce qu'on appelle une queue d'attente pour les blocs opératoires qui est énorme, très problématique pour les prendre en charge. Et ça fait que même les cliniques privées ont un peu du mal. Et donc, je suis obligé d'élargir un peu cette entraide avec d'autres régions, et notamment Lyon. Jean-Jacques Baniachemi, chef des urgences traumatologiques à l'hôpital sud de Grenoble, il répondait à Romain Biteau. Marche arrière toute pour le panier anti-inflation du gouvernement. Bercy serait prêt à y renoncer face à la levée de boucliers de la grande distribution. Le projet prévoyait d'établir le prix le plus bas possible sur toute une gamme de produits de première nécessité. Mesure qui, à tout du risque technocratique, avait lancé le patron de Carrefour, Alexandre Bompard. Enfin, des billets à petit prix pour assister aux épreuves des Jeux Olympiques. On vous en parlait la semaine dernière sur Europe 1. L'ouverture de la billetterie et cette promesse de prix abordable, 24 € pour certaines épreuves. Dans les faits, vous allez voir que ça n'est pas tout à fait la réalité. Et pourtant, les acheteurs tirés au sort y ont cru. Certains ont effectivement pu se procurer un billet à 24 €. Mais sur les 3 millions de tickets, très peu sont proposés à ce tarif. Simon Bortembourg. Tiré au sort pour avoir la primeur d'acheter des places pour les Jeux de Paris, Julien s'est rué sur son ordinateur à l'ouverture de la billetterie. L'enthousiasme est vite retombé. Les places à 24 € ou même celles à 50 €, 90 € n'étaient plus disponibles pour l'athlétisme, la boxe, l'escrime, le basketball. J'ai pris ce que je pouvais dans un budget assez restreint. J'ai sélectionné l'haltérophilie qui était la seule activité à 24 € et du hockey sur gazon. J'en ai plus pour 155 €. Et pour certaines disciplines comme l'athlétisme ou la natation, les prix s'envolent. Sophie en a fait l'amère expérience. Minimum 700 € par personne pour assister aux compétitions, c'est de la folie, quoi. Mais à l'heure où sont les places à 24 € promises à l'ouverture de la billetterie, Axel May, journaliste au service des sports d'Europe 1. C'était le principe du premier arrivé, premier servi lorsque vous êtes tiré au sort. Donc forcément, les personnes qui sont passées au début ont plutôt pris des places à 24 € et ensuite ça va crescendo au niveau des prix. Une deuxième phase de vente débutera le 15 mars prochain. Simon Bortembourg. Merci beaucoup mon cher Christophe. Dans 10 minutes sur Europe 1, l'édito éco de Nicolas Bouzou. En cette semaine de premier anniversaire de la guerre en Ukraine, quelles conséquences le conflit a-t-il eu sur l'économie? On verra ça avec lui à 7h20. Ce sera juste après le premier invité d'Europe 1 matin.